Bonjour Georges, et merci d'accepter de participer au projet du Centre culturel Alexandre Solzhenitsyn sur l'archipel du Goulag et son actualité. Pourriez-vous nous raconter quand avez-vous lu l'archipel du Goulag et quelle impression cette lecture a produit sur vous? Je l'ai lu à sa parution. Je n'étais pas dans le secret de sa parution. Je l'ai lu tout de suite, enfin les deux premières parties. C'est un livre que j'ai lu incomplètement pour commencer et puis relu. Et maintenant relu une seconde fois entièrement pour faire ce petit livre, L'archipel du Goulag, 50 ans après. Quelle impression cette lecture a produit sur vous? C'est une impression énorme parce que j'étais impressionné par le volume, les changements de ton, la richesse de ton, la façon de s'adresser à moi. Parce que le lecteur est compris dans le livre d'Alexandre Solzhenitsyn d'une façon extrêmement soulignée. Il ne s'adresse pas seulement à son petit Virgile, qui est son propre personnage d'Ivan Denisovitch, mais il s'adresse à nous. Et ça, c'est extrêmement sensible. D'autant plus qu'il nous pense, comment dire, encore contaminé par l'idéologie du progrès. Il faut nous dessiller les yeux comme lui-même s'est dessillé les yeux. Mais la deuxième véritablement forte impression a été quand j'ai reçu le manuscrit total pour l'exposition à Genève, à la Fondation Martin Bodmer, et que pendant 8 jours, dans la salle des manuscrits, qui est une espèce de blocos où l'on garde les choses les plus précieuses, j'ai pu le consulter. Naturellement, je n'ai pas pu le consulter en entier, mais j'ai vu les brouillons, j'ai vu les corrections. À certains endroits, je les ai étudiés. Nous n'avons pas encore l'édition complète que Natalia Solzhenitsyn doit faire, mais comme elle est perfectionniste, les choses mettent un peu de temps. Elle sera passionnante. Elle sera passionnante parce que le manuscrit comporte véritablement beaucoup de variantes qui sont très intéressantes, très parlantes, disons. Et alors, bon, là, dans cette exposition, nous l'avons montré sous forme d'un totem, c'est-à-dire les 1800 pages étaient pyramidalement fixées autour d'une espèce d'axe, avec suspendu du bas en haut différentes pages qui permettaient à ceux qui connaissent le russe et qui déchiffraient l'écriture d'Alexandre Issayevitch, qui n'est pas difficile à déchiffrer parce qu'il a une écriture de bon élève, qu'il a toujours été. Et c'est très impressionnant de voir une telle masse, parce que, bon, je pense que c'est le dernier ouvrage comme ça de plusieurs milliers de pages écrit entièrement à la main. De même que nous savons qu'ici, à Paris, il a été composé typographiquement à la main. Sans doute le dernier ouvrage, parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus. La typographie classique qui a vécu de Gutenberg jusqu'à l'avènement des éditions numériques, où aujourd'hui n'importe qui peut faire son petit archipel s'il en a envie. Donc l'impression a été à la découverte, mais j'avais quand même derrière moi un certain nombre de livres que j'avais lus, Le voyage au pays du Zeka de Jules Margolin, toute une librairie, disons, sur le Goulag, qui occupe un immense emplacement chez moi. Par conséquent, j'ai pas eu l'effet de surprise de découvrir qu'il y avait un souterrain esclavagiste derrière ce qui était soi-disant
la révolution progressiste, libérant l'homme. D'autres, en France évidemment, ont fait cette découverte. Alors on dit, c'est un nouveau Dante, et ça les a retournés. Ils étaient maoïstes, ils étaient communistes, ils étaient Dieu sait quoi, et brusquement, Solzhenitsyn les retourne. C'était un effet extraordinaire. L'autre effet, évidemment, c'est ce que j'essaye de montrer dans ce petit livre, c'est la richesse de ton. Ça va de l'imprécation à la tendresse, à la douceur, à des moments mystiques. Les notes sont très intéressantes, les histoires incluses, comme celle du chaton blanc. C'est un livre un peu inépuisable, en ce sens que, bon, à chaque relecture, on découvre autre chose. Le temps de l'archipel est-il révolu, d'après vous ? Non, là je suis persuadé que non, parce que il ne faut pas penser que l'archipel du Goulag nous parle exclusivement du Goulag, c'est-à-dire du système soviétique mis en place par Lénine et amplifié considérablement par Staline et conservé par Khrouchtchev qui a mis Signavski et d'autres. Simplement conservé, c'était plus des camps de la mort, alors que sous Staline, on peut dire que c'était calculer les rations alimentaires de façon à ce qu'au bout d'un certain temps, les ZEC disparaissent et laissent la place au suivant. Donc, moi personnellement, j'ai été moins frappé que, je sais pas moi, Philippe Solers ou Bernard-Henri Lévy qui ont admiré le nouveau Dante. Bon, l'idée de Dante leur était donnée évidemment par certains, le roman Dans le premier cercle, c'est le cercle de l'enfer de Dante. En revanche, ce qui m'a passionné, c'était le développement d'une journée d'Ivan Denisovitch à 4 décennies d'esclavage. Dans la journée, on a presque tout déjà, mais c'est, embryonnaire par rapport à l'archipel du Goulag, et lequel raconte l'histoire de chacun et l'histoire collective. C'est ça qui est magnifique. L'histoire de lui, le chroniqueur, Alexandre, le jeune Solzhenitsyn, son arrestation, ses confessions de différents péchés, d'avoir été planqué, puis de s'être senti planqué, ou finalement, quand il était dans la Charachka et travaillait en tant qu'ingénieur physicien, à aider le tyran, à tyranniser. Et puis, la joie d'avoir pris la décision et d'être envoyé aux travaux forcés. Une joie paradoxale, mais une joie forte. Il est comme libéré. Et puis, les 40 jours de Kengir, c'est-à-dire la révolte dans les camps, ça m'a frappé plus que tout. Parce que il voulait dire par là que ces 40 jours de Kengir, naturellement, si l'administration avait voulu que ça soit liquidé en 1 heure, c'était liquidé en 1 heure. Mais les ordres n'étaient pas donnés dans ce sens. Et donc, on a tiré à la mitrailleuse qu'à la fin. Mais pendant les 40 jours, ils ont organisé leur petite république de révoltés qui passe tous ensuite et surtout à Kengir. Alors, ça, c'est un poème à l'intérieur de l'archipel du Goulag. Et un poème qui reste aujourd'hui comme un poème, je dirais, de la révolte. Quand l'archipel serait-il aujourd'hui vieilli, hors contexte, ou bien, comme dit Solzhenitsyn lui-même,
pourquoi raviver les vieilles plaies, qui est un reproche qui lui a été fait souvent. Eh bien, l'archipel ne dépend pas exclusivement du tout du contexte soviétique, du contexte du Goulag, de même que l'Iliade ne dépend pas du contexte de la guerre que les Grecs ont fait aux Troyens, et les massacres qui nous sont racontés par Homère, la cruauté nue de Patrocle tiré nu derrière le char d'Hector, et puis ensuite Hector, cette cruauté nue de l'Iliade pose le problème que pose l'archipel du Goulag, c'est-à-dire jusqu'où ça peut aller, jusqu'où peut aller la cruauté, à quel point l'être humain peut cesser d'être un être humain. Et là-dessus, bon, l'archipel du Goulag aidera encore pas mal de générations, je pense. Merci beaucoup, Georges. Au revoir.